De la rigueur, n'avait de cesse de me répéter mon professeur de mathématiques au lycée. Et il avait raison. La rigueur intellectuelle, sur Internet et ailleurs, est un sujet qui nous concerne tous et qui vous concerne. Et pas seulement en mathématiques, mais aussi lorsqu'il s'agit d'analyser ou d'écrire une histoire. C'est pourquoi j'ai décidé de m'attaquer à une œuvre phare que j'ai moi-même déjà citée, une œuvre qu'on rabâche comme une religion, une œuvre mère des schémas et des structures d'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimérathèque. Pourquoi faut-il remettre en question le voyage du héros et la pertinence du monomythe? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, voici un petit résumé. En 1949, le mythologue Joseph Campbell sort son livre Le héros aux mille et un visages, qui entend comparer toutes les légendes et toutes les mythes de toutes les époques et toutes les cultures données. Rien que ça. Influencé par la psychologie analytique, il va partir d'un postulat de Jung qui dit qu'il existe un inconscient collectif. C'est-à-dire qu'un individu, quel qu'il soit, possédera un inconscient qui ne dépend ni de la culture, ni d'une caractéristique héréditaire. Et cet inconscient serait le même pour chaque individu. Il y aurait un inconscient unique et propre à notre espèce. Donc Joseph Campbell va se demander si ça se retrouve pas à travers les mythes, les légendes, les contes. Il va prendre un pattern, un schéma, une structure commune et voir si ça se retrouve dans toutes les histoires du monde. C'est ainsi qu'il va développer le concept du monomythe. Monomythe parce que mono ça veut dire un, il n'y aurait donc qu'un seul mythe. Il avance que toutes les histoires sont en fait des variations de la même histoire, un voyage du héros composé de 17 étapes. Joseph Campbell a ensuite eu une énorme influence, en particulier grâce à un homme, Christopher Vogler. Christopher Vogler est un écrivain qui a travaillé chez Disney, notamment sur Le Roi Lion. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est pour aider à l'écriture, à l'analyse des scénarios sur lesquels il travaille, il va dépoussiérer le monomythe de Campbell et va créer un voyage du héros en 12 étapes. 12 étapes que voici. Il te faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. Le monde ordinaire, c'est-à-dire que le héros est dans une zone de confort. L'appel à l'aventure. Le refus de l'appel ou le refus de l'aventure, c'est le moment où le héros va douter de ses capacités ou alors égoïstement va ne pas vouloir partir à l'aventure. C'est ce qui arrive dans Spider-Man 2 de Sam Raimi par exemple, où il refuse d'avoir ses pouvoirs et de prendre ses responsabilités, ce petit con de Peter Parker. La rencontre avec un mentor, donc Obi-Wan, Gandalf, etc. Passage du seuil à l'aventure, c'est par exemple le monde magique dans Harry Potter. Ensuite, il y a des épreuves, on rencontre des alliés et des ennemis. Ensuite, il y a l'accès à la caverne, c'est-à-dire le moment où on va accéder au secret dans Harry Potter, c'est quand il va descendre avec la pierre philosophale, voilà. Ensuite, il y a la dernière épreuve, donc c'est la mort et la renaissance, donc ça peut être symbolique, c'est le moment où le héros est au fond du gouffre et il doit renaître pour vaincre le méchant. Ensuite, il y a la récompense, donc la pierre philosophale, l'épée de Gryffondor, il y a un objet généralement, mais ça peut être aussi symbolique. Antépénultième étape, il y a le chemin du retour. Ensuite, l'avant-dernière étape, c'est le moment où on revient dans le monde ordinaire, la renaissance. Et ensuite, il y a le moment où le héros est rentré chez lui avec l'objet de sa quête. Par exemple, pour le Seigneur des Anneaux, ça s'est fait à la négative, c'est-à-dire que Frodon est retourné chez l'Hobbit, mais qu'il n'a plus l'anneau. Alors Vogler, il se rend compte que son schéma, en fait, il a vachement tourné à Hollywood, et du coup, comme il est pas con, il décide d'en faire un livre. Et il s'est fait un max de blé, mon pote! En français, le livre s'appelle Le Guide du scénariste, la force d'inspiration des mythes pour l'écriture cinématographique et romanesque. Le livre de Vogler, il est beaucoup moins désuet que celui de Joseph Campbell et il est beaucoup plus sobre. C'est pour ça qu'il a beaucoup plus tourné à Hollywood parce que ça a permis de simplifier en fait les théories de Joseph Campbell. Il y a plein de créateurs qui vont ensuite s'inspirer de schémas pour faire le leur à leur sauce. Par exemple, Dan Harmon, le créateur de Rick et Morty ou encore Community, qui lui va proposer un schéma en 8 étapes. Oh yeah, you gotta get Swifty. Mais alors, quel est le problème avec ces modèles? Lors de ma seconde lecture du héros aux mille et un visages pour cette vidéo, j'ai été frappé par quelque chose. C'est finalement le manque de diversité et d'exemples donnés. Bien sûr, Joseph Campbell se doit d'être synthétique un minimum, mais il n'y a aucun exemple fil rouge qui ne respecte ne serait-ce que la moitié des étapes qu'il propose. Il y a aussi très peu de mythes fondateurs venant du continent africain par exemple. Finalement, j'ai l'impression que Joseph Campbell montre qu'il y a effectivement des étapes qui reviennent, même parfois souvent, mais il ne montre en aucun cas que ces étapes reviennent absolument à chaque fois. On pourrait lui accorder le bénéfice du doute parce que c'est beaucoup plus facile de prouver que quelque chose existe que prouver que ça n'existe pas. Parce que pour prouver que quelque chose est vrai, il faut le démontrer et un exemple ne suffit pas. Alors que pour prouver que c'est faux, un contre-exemple, ça suffit totalement. Et un contre-exemple, j'en ai trouvé un. Si je prends le mythe d'Oedipe, par exemple,
eh ben ça correspond pas vraiment aux étapes. Surtout qu'il y a des mythes et des contes qui ont été réécrits. Par exemple, les différences entre Grimm et Perrault. Eh bien, le mythologue va toujours s'assurer de prendre la version qui correspond à son schéma. Ainsi, j'ai deux principales critiques à faire. La première, c'est assez simple, c'est que Campbell part du postulat de Jung qu'il existe un inconscient collectif, eh bien ça n'a jamais été prouvé. S'il s'avère que c'est pas vrai, eh bien il se trouve que tout son livre est fondé sur du rien. Deuxièmement, j'aimerais attirer votre attention sur un paradoxe. Si Joseph Campbell avait raison, et que toutes les histoires seraient la variation de la même histoire, eh bien on n'aurait pas besoin de faire des schémas d'écriture qui correspondent à son schéma, parce que de toute façon, quoi qu'on écrirait, eh ben ça correspondrait à son schéma. Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be. Déjà, on part d'une base très critiquable, ensuite on est dans un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Ce schéma, on va créer des œuvres avec, pour ensuite les analyser avec le schéma. On n'a jamais prouvé que les 12 étapes de Vogler faisaient une bonne histoire. On a seulement prouvé que dans le cinéma américain, ça revenait souvent. Forcément, puisqu'ils s'en sont inspirés. Et forcément, parmi les milliers de films, il y en a des bons. Et comme ça correspond au schéma, on se conforte dans l'idée que le schéma fonctionne. Mais la question, c'est combien y a-t-il de mauvais films qui respectent le schéma? Et avec les Marvel, ça fait beaucoup. Sur internet, on voit beaucoup d'œuvres être analysées par des schémas point par point. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, même si c'est pas forcément faux, ça a peu d'intérêt. Je vais prendre pour exemple une analyse de Lena Situation par Hardisk. Dans sa vidéo, Hardisk va analyser une série de vidéos de Lena Situation par le prisme du schéma de Dan Harmon. Et moi je me souviens d'avoir eu ce déclic, je me souviens d'avoir vu des vidéos de Lena Situation, il y a même très longtemps, et de m'être dit, mais elle respecte complètement les 8 étapes du cercle. Donc aujourd'hui on va déconstruire les vidéos de Lena Situation, et particulièrement, et c'est pour ça que je sors cette vidéo que maintenant, les vidéos de sa dernière mini-série sur son nouvel appartement. Si vous suivez pas les vidéos de Lena Situation, en gros elle déménage, elle habitait avant chez ses parents, elle prend son propre appartement, et elle en a fait une série de 4 vidéos, dont le dernier épisode est sorti très récemment ce week-end. Et cette série de vidéos, c'est littéralement le cercle. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça particulièrement bien fait, alors on va sortir le petit cercle, il est ici, il est là, et on va voir si elle coche les cases. Alors c'est vraiment cool parce que Hardisk va défendre l'idée que la création sur internet, c'est pas seulement un ersatz du cinéma et de la télévision, mais que c'est aussi une vraie proposition et qu'il y a des vraies forces de proposition sur les créations vidéo sur internet. Ça n'enlève en rien à son propos de ce côté-là, mais je trouve que dans son analyse, il y a un problème. Pour moi, Hardisk va tomber dans deux écueils. D'abord, le schéma de Dan Harmon est une simplification des étapes de Vogler, lui-même une simplification des 17 étapes de Campbell, qui se retrouvent, on l'a vu, pas dans toutes les histoires, mais dans beaucoup. Donc forcément, seulement 8 étapes, c'est extrêmement facile à trouver. Ce qui fait qu'il y a une forte probabilité de trouver schéma dans n'importe quelle œuvre, qui plus est, on est abreuvé d'Hollywood, qui s'inspire de ce schéma. Il y a donc forcément une forte probabilité d'être influencé inconsciemment. Hardisk précise bien que ça peut être inconscient, mais dans ce cas-là, si ce schéma se retrouve partout, on peut se demander la pertinence d'une telle analyse. Secondement, la vidéo s'intitule « Pourquoi Lena Situation est-elle aussi efficace ?» Et je vous laisse aller voir la vidéo, je vais résumer son propos. Il va dire que c'est parce que ça correspond au schéma qui est une technique de storytelling, une technique de racontage. La correspondance au schéma n'est pas liée ni à l'efficacité et encore moins à la qualité d'une œuvre. Les plus scientifiques de vous le savent, il faudrait prendre tous les vidéastes et voir si ceux qui correspondent au schéma sont plus efficaces. Ou au sein même de Lena Situation, on pourrait voir si les vidéos qui correspondent au schéma sont plus appréciées par les publics. Pour l'exemple, je vais faire une démonstration par l'absurde et prendre un film qui fait l'unanimité et l'analyser. Dragon Ball Evolution. Salut à tous, je sais pas si c'est fait exprès ou bien si c'est inconscient de la part des scénaristes, mais il se trouve que Dragon Ball Evolution, comme toutes les grandes œuvres, Bienvenue chez les Ch'tis, Twilight, correspond aux 8 étapes de schéma de Dan Harmon. Bienvenue dans la Chimera Tech pour une analyse de Dragon Ball Evolution. Étape 1, c'est la zone de confort. Goku, il est content, il s'entraîne avec son grand-père. L'étape 2, ce personnage a des besoins. Alors Goku, il est très fort parce qu'il coche 3 besoins. Alors Goku, c'est un mec plutôt simple, il veut des amis, des gens sur qui taper et une copine. Son grand-père va mourir et il va donc décider de 3 partir à l'aventure pour chercher les Dragon Ball parce que c'est quand même le titre du film et qu'on est à 30 minutes. Étape 4, c'est l'étape de la recherche, il va donc chercher les Dragon Ball, son crush et des amis, Muten Roshi par exemple. Étape 5, c'est le moment où il trouve, donc il va trouver des amis, des gens sur qui taper et une copine. L'étape 6, c'est l'étape du sacrifice. Alors pour cela, il va devoir effectivement, attention spoiler, ne pas ressusciter son grand-père. Bah ouais, parce que malheureusement, son grand-père lui aurait interdit de taper des gens. Donc c'est pas cool. 7, c'est l'étape du retour à la normale. Il a battu le grand méchant et donc il y a un retour au calme. Étape 8, c'est le retour à la zone de confort, mais avec un changement, parce qu'il a maintenant des amis,
des gens sur qui taper et une copine. Et c'est là qu'on voit le génie des scénaristes qui arrivent à entremêler les intrigues. Il a même le droit de se taper avec sa copine. Donc on voit bien qu'une analyse de genre qui s'amuse à cocher les cases, c'est un exercice divertissant, galvanisant, mais que finalement ça nous apprend pas grand chose sur l'œuvre. J'ai regardé quelques-unes de ces vidéos, mais je connais pas assez bien pour en parler, et en plus c'est pas le sujet de la vidéo, mais à la question pourquoi est-ce que Lena Situation est aussi efficace, il me semble qu'il y a 3 facteurs. D'abord il y a la maîtrise, le rythme et l'inventivité du montage. Ensuite il y a l'empathie que Lena dégage. On est vraiment intime avec elle, et même avec ses amis, on a presque envie d'être dans leur bande de potes. Bonjour! 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 Et ensuite, troisièmement, c'est un peu plus complexe, mais il y a la substitution d'un quotidien par un quotidien un peu meilleur. Mais la force de Lena, c'est que ce quotidien semble être accessible. Pour revenir sur le schéma de Dan Harmon, est-ce que c'est vraiment parce qu'il suit un schéma qu'on aime Rick et Morty? Je ne pense pas. C'est grâce à son humour, son univers, à la rigueur les questions philosophiques qu'il pose, mais pas parce qu'il répond à des cases. Est-ce que ça veut dire qu'on doit brûler ses livres et que toute analyse sous la grille du héros aux mille et un visages et ses enfants sont inutiles? Pas forcément non plus. Mais pour analyser la structure d'un film ou d'une histoire, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de prendre l'œuvre, de regarder les éléments pivots, de les faire ressortir et ensuite de voir si ça correspond ou non au monomythe. Parce qu'encore une fois, c'est facile d'appliquer un schéma préconçu sur n'importe quelle œuvre, mais ça nous en dit pas beaucoup sur l'œuvre. Mais le problème, c'est que ça risque de nous faire passer à côté de la saveur de l'œuvre, son unicité. Prenons le merveilleux film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Je suis persuadé qu'en forçant, on peut lui appliquer le schéma de Dan Harmon, ou bien même celui de Vogler. Mais est-ce qu'une telle analyse est pertinente? Pour ceux qui ne connaissent pas Barry Lyndon, le film est séparé en 2 actes. Et en analysant ces actes, on pourrait expliquer ce que voulait faire Stanley Kubrick, et pourquoi de base ça devait être un biopic sur Napoléon, et ça nous permettrait de comprendre le lien entre Barry Lyndon et Napoléon. Quand bien même on analyserait Barry Lyndon avec un schéma d'histoire préconçu, on ne prendrait pas l'analyse au sérieux, parce qu'on aurait une analyse qui ne serait même pas capable de souligner les évidences, c'est-à-dire des actes qui sont marqués dans le film même. Même si le schéma marche, eh bien ça n'aurait aucun intérêt. Cependant, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a quand même quelques analyses basées sur Campbell et ses enfants spirituels qui peuvent être intéressantes. Évidemment, si l'auteur précise ses influences, dans ce cas-là, l'analyse a un sens et est logique. Je pense notamment à Star Wars qui est pas mal basé sur le monomythe. On peut aussi prendre quelques étapes séparées. Je pense notamment au refus de l'appel qui pourrait être un point de départ intéressant pour une analyse sur le personnage d'Aragorn. Dans Le Seigneur des Anneaux, le personnage reste pratiquement bloqué à cette étape pendant pratiquement 3 livres. Il refuse le pouvoir et tout son développement de personnage va consister à lui faire accepter son statut de roi. Ici, il ne s'agit pas de refaire étape par étape une analyse, mais de montrer comment Tolkien a utilisé un trait qui existait déjà dans beaucoup d'histoires pour le grossir et en faire un personnage. Et d'ailleurs, Frodon, qui respecte plutôt bien les étapes du parcours, n'est franchement pas le personnage le plus apprécié. Et pour moi, la dernière chose pour laquelle une analyse peut être pertinente, c'est pour la pédagogie, parce que ça peut permettre d'expliquer ce qu'est le monomythe. Tout à l'heure, j'ai pas mal cité Harry Potter pour expliquer ce que c'était le voyage du héros. Cependant, si ça a le mérite d'expliquer ce que c'est les étapes, ça ne dit rien sur l'œuvre, et en fait, vous n'avez vraiment rien appris sur Harry Potter. Ça, c'est du côté de l'analyse, du spectateur. Mais du côté de l'auteur, alors, est-ce que c'est intéressant d'utiliser le voyage du héros comme structure? Pourquoi est-ce que c'est si répandu si finalement, ça ne fait pas de meilleures histoires? Pour répondre à cette question, je vais faire un parallèle avec la règle des tiers. Si vous vous intéressez aussi à l'image, ça va vous plaire. En fait, il existe une règle de composition d'image qui dit qu'on devrait placer les éléments forts d'une composition au tiers de l'image et de préférence à l'intersection des lignes de ces tiers. C'est ce qu'on appelle des points de force. Les caméras, les logiciels de retouche, tout permet d'afficher la règle des tiers et ça reste une norme en télévision. Eh bien, il se trouve que cette règle est fausse et c'est prouvé scientifiquement. On a fait un test, on a demandé à des personnes de juger des images sur des critères de beauté. Et il se trouve que les plus belles images ne sont pas forcément celles cadrées au tiers. Il n'y a aucune corrélation entre un cadrage au tiers d'une image et la beauté d'une image. De plus, en remontant aux origines de cette règle, même le premier à en avoir parlé, John Thomas Smith, ne faisait que des suppositions. Le mec, il pouvait pas avoir un nom plus anglais, quoi. John Thomas Smith. Je vous laisse en lien une vidéo pour aller plus loin. Mais pourquoi alors cette règle est aussi répandue et aussi populaire? Simplement parce que l'humain est un être paresseux et que le cerveau cherche la facilité. Tout comme appliquer le schéma de Vogler, la règle des tiers est simple.
C'est plus agréable de dire qu'on va devenir un très bon scénariste ou un très bon photographe en appliquant des règles qu'en travaillant des heures et des heures. Dans la vraie vie, il n'y a pas de cheat code, de tuyau magique, de Motherload, de IDDQD. Et là, retournement de situation, il y a quelque chose d'étrange. On remarque que les étudiants qui appliquent la règle des tiers s'améliorent. Pourquoi? Eh bien là, ça va être mon interprétation. C'est parce que, dans toute création, l'important c'est de se poser des questions. La règle des tiers, même si elle n'est pas vraie, ça permet aux novices de se poser des questions sur la composition de l'image. C'est peut-être un élément sur lequel ils n'avaient jamais fait attention. Tout comme les structures de narration permettent aux auteurs de comprendre l'importance de structurer son récit. Donc oui, le voyage du héros, utilisez-le, mais tuez-le ensuite. Parce qu'il ne vous donnera jamais qu'un espoir, alors que vous voulez un rêve. Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Parce qu'une œuvre qui nous plaît, ce sera peut-être parce qu'elle a coché des cases. Mais ce ne sera jamais parce qu'elle a coché des cases qu'une œuvre nous marque. Finalement, rester dans ce mythe qu'il existe des recettes magiques, c'est rester dans sa zone de confort. C'est ne même pas franchir la première étape de cette recette même. Plutôt que de voir des héros voyager, partez vous-même à l'aventure. Allez dans des mondes inexplorés du cinéma, d'Internet. Parcourez les terres oubliées de la littérature. Parmi l'obscurité de cette ère cruelle, certaines lances engagées foudroient l'éternel. Parce que les héros sont morts, que vivent les mortels.